bienvenue à cette session avancée sur Spring Boot. Mon nom est Stéphane Nicole, je travaille pour Pivotal. Je fais partie de l'équipe Spring Boot et Spring Framework. Alors, quelques petites recommandations avant qu'on démarre la session. Comme ça, si jamais ça ne correspond pas à ce à quoi vous vous attendez, vous avez encore la possibilité de quitter la pièce et de trouver une session qui correspondra plus à ce que vous désirez. Donc, c'est une session avancée sur Spring Boot. Donc, si vous ne connaissez pas Spring Boot, c'est peut-être pas le bon moment via cette session-ci d'apprendre. Donc, j'imagine que vous étiez tous à la session de Georges ce matin où vous connaissez déjà Spring Boot par ailleurs. Ouais, ok. Donc, ce que vous savez en ayant utilisé Spring Boot, c'est que lorsque vous allez ajouter des éléments dans votre classe path, lorsque vous allez ajouter des librairies, lorsque vous allez ajouter des clés de configuration, que sais-je, il y a un certain comportement qui va se passer, un certain comportement par défaut. Donc, par exemple, si vous ajoutez un starter avec un container web, ça va démarrer automatiquement une application web. Ça va automatiquement configurer Spring MVC. Vous n'allez pas devoir faire ça. Alors, la manière dont ça fonctionne dans Spring Boot, c'est via un système qu'on appelle l'autoconfiguration, qu'on va voir aujourd'hui en détail. Et l'idée, le message que je voudrais bien vous faire passer pendant ces 50 minutes, c'est comment est-ce que vous pouvez créer vos propres autoconfigurations pour vos propres composants. D'accord ? Donc, il y a plein d'utilisations possibles. Vous pourriez, par exemple, avoir des lignes, des guidelines de développement de votre société, que les choses doivent être faites d'une certaine manière. Vous pourriez être responsable d'une librairie, qu'elle soit open source ou pas open source, que vous connaissez parfaitement comment est-ce qu'elle est configurée et vous voudriez bien fournir le même genre de comportement que ce que vous avez déjà avec Spring Boot pour toute une série de technologies. Donc, l'idée vraiment est de vous montrer comment est-ce que vous allez être capable de pouvoir faire ça et comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le premier but. Et il y a un second but, si ce n'est pas ça que vous venez chercher à cette session-ci, c'est de mieux comprendre ce qui se passe en interne dans Spring Boot. Et donc, lorsque, par exemple, ça ne se comporte pas comme vous vous attendez, vous donnez les clés pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme vous pensez, vous permettre d'aller voir exactement ce qui se passe et de comprendre ce qui vous manque. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec moi via Twitter, mon compte Twitter est en dessous et l'adresse email c'est la même chose, donc c'est snicole@pivotal.io si vous voulez m'envoyer un mail. Je vais vous l'écrire là en vitesse. Voilà. Donc si vous voulez m'envoyer un email, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va majoritairement en fait faire du live coding. Donc je vais vous expliquer certains concepts et puis on va vraiment faire un starter ensemble pas à pas. Ok ? Alors, je voudrais bien démarrer avec un premier exemple, et cet exemple va être utilisé dans le reste de la session. Ce n'est pas très important, la technologie en elle-même n'est pas très importante, c'est ce qui tourne autour, c'est comment on l'intègre dans Spring Boot qui est important. Alors, est-ce que tout le monde connaît JMS ici? Java Message Service, envoyer des messages de manière asynchrone. Tout le monde est plus ou moins familier avec ça? Oui? Non? Donc, JMS est un standard de la plateforme II qui vous permet... T'as oublié quelque chose, Laurent? Si je le vois, je te préviens. Donc, pour ceux qui ont demandé, JMS est un standard Java Message API. C'est un standard qui vous permet en fait d'envoyer des messages de manière asynchrone. Donc, imaginez, vous avez une file d'attente. D'un côté, il y a un émetteur de messages qui va envoyer un message dans une queue, dans une file d'attente. Et de l'autre côté, il y a un ou plusieurs récepteurs qui va récupérer ce message de manière asynchrone et qui va pouvoir le traiter. Donc, par exemple, vous avez un système de paiement. Vous envoyez un ordre de paiement ou bien un ordre de demande pour enregistrer, pour faire un nouvel ordre, pour commander des livres, que sais-je. Et puis derrière, le traitement de cette commande va se faire de manière asynchrone, potentiellement sur plusieurs serveurs, etc. Donc, il y a toute une série de serveurs qui fournissent ces files d'attente qui existent. Donc, il y a ActiveMQ de la fondation Apache, il y a HornetQ. Vous en avez avec les serveurs applicatifs, que ce soit WebSphere ou WebLogic, qui fournissent une implémentation, puisque ça fait vraiment partie de l'aspect qui... Donc ici, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'a intégré dans Spring Boot. Ensuite, je vais l'enlever et on va le refaire ensemble. OK? Donc, je suis désolé, je vais devoir m'asseoir pour coder tout ça. Alors, j'ai un projet. Si vous ne voyez pas à un moment donné, dites-moi parce que c'est très clair pour moi. J'ai un projet tout simple, il est vide, il n'y a vraiment rien. J'ai une ressource qui est vide. Oh, il n'est pas vide. Il est censé être vide, mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... Donc, il y a différents commits ici qui vous montrent les différentes étapes, si vous le voyez bien. C'est disponible sur GitHub, je vous donnerai le lien à la fin.
Donc si vous voulez retourner sur le code par après, c'est très simple. Simplement vous récupérez le code, vous voyez les différents commits et les différentes étapes, et chaque commit a une explication précise de l'étape qui a été franchie. Donc le truc n'est pas très intéressant, le premier truc n'est pas vraiment très intéressant, c'est pour vous montrer ce que Spring Boot fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai ajouté ce qu'on appelle un starter, vous savez tous ce que c'est, hein, et j'ai ajouté un starter qui s'appelle HornetQ. HornetQ, c'est un des brokers JMS existants open source que vous pouvez utiliser. Ça va m'amener l'infrastructure JMS, ça va m'amener les dépendances. Et Spring Boot va réagir à ça. Et donc j'ai deux composants ici dans mon application. J'ai un service qui me permet d'envoyer des messages, d'accord, c'est ceci. Donc j'ai une queue qui s'appelle testQ, dans lequel j'envoie un message. Et ici j'ai un listener pour la même queue, qui lui simplement log le message qu'il a reçu. Donc cette application est vraiment stupide, elle envoie un message et il y a un autre truc qui simplement log dans la console. Mais tout ceci n'a aucune importance, ce qui est important c'est ce que Spring Boot va faire pour auto-configurer l'infrastructure pour vous. Ok. Alors si je démarre ça, ça va planter. Alors pourquoi est-ce que ça va planter? Alors je vous montre ça. Donc peut-être augmenter, c'est là que je dois augmenter. Je n'ai pas pu me connecter à un serveur, j'ai essayé avec tous les serveurs disponibles, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce que Spring Boot fait par défaut? C'est qu'il regarde si vous avez par hasard un broker JMS sur votre machine qui tourne. Et si vous en avez une qui tourne sur votre machine, il va s'y connecter. Donc c'est ce que je vais faire ici. J'ai justement disais-je, un HornetQ qui traîne, donc je vais le démarrer. On voit d'ailleurs que j'ai créé la queue qui s'appelle testQ, elle est là. Hein. Si je démarre mon application de nouveau, et voilà, elle va fonctionner. Et donc, j'ai effectivement envoyé un message et reçu un message. Okay. Donc, ce que ça a concrètement fait, c'est que ça a envoyé un message dans la queue qui s'appelle testQ. Et de l'autre côté, il y a un listener qui a récupéré cette information-là. Si vous n'utilisez pas Spring Boot, c'est un petit peu comme si vous voulez vous connecter à une base de données. Vous devez créer une data source, vous devez démarrer Hibernate, vous devez vous assurer que les tables vont être créées, etc. Ici, c'est le même principe, mais pour des queues. Donc, il a créé ce qu'on appelle une Connection Factory dans le monde JMS, qui vous permet de créer des sessions avec le broker JMS, pour vous permettre d'envoyer des messages. Il y a un composant dans Spring qui s'appelle le JMS Template. Hein, vous avez sans doute entendu parler du JDBC Template pour les bases de données, c'est pareil. Donc il y a un composant ici qui a été automatiquement configuré pour vous, donc il vous suffit de l'injecter. Et puis ici derrière, ça c'est l'infra, ça c'est nouveau dans Spring Boot 4, c'est vous permettre d'annoter des méthodes et ça crée un listener de messages automatiquement. Donc voilà, concrètement on a fait ça. Alors l'autoconfiguration de Spring Boot va plus loin, c'est que vous pouvez aussi embarquer le container JMS dans votre app. Et alors pour ça, il faut ajouter la dépendance. Donc si j'ajoute une dépendance en plus, c'est ça qu'il faut retenir. J'ajoute une dépendance en plus et le comportement va changer. Donc au lieu de se connecter à un broker sur la machine, par contre mon ClassPass ne s'est pas mis à jour assez vite. Donc je recommence. Donc au lieu de se connecter à un broker sur la machine, il va en créer un. Donc dans le service. Donc on le voit ici d'ailleurs qu'il est créé. Donc ça, c'est HornetQ en fait qui démarre dans votre application. Et puis après, il se plaint en disant « j'ai pas trouvé une queue qui s'appelle testQ » parce qu'il ne va pas créer les queues par défaut pour vous. Alors la dernière étape, ce que je veux vous montrer, ça retenez ça aussi, c'est important pour la suite, c'est que j'ai toute une série de clés ici, de configuration. Je vous ai montré serveur.port, etc. Il y a toute une série d'autres clés de configuration, dont notamment celle-ci, qui vous permet de créer des queues au démarrage. Donc je demande de créer une queue testQ. Et mon application va fonctionner avec un broker qui tourne dans le process cette fois-ci. OK? Donc, ne vous focalisez pas sur JMS, ce n'est pas important, mais focalisez-vous sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que Spring Boot soit capable de réagir à tout ça. Alors, on va voir ça en détail et on va le coder ensemble. Alors, tout d'abord, une autoconfiguration, c'est quoi? Donc, une autoconfiguration, c'est une simple classe de configuration. Imaginez-le comme vous avez une classe de configuration pour un composant de votre application et à un moment donné, vous allez décider d'importer cette classe. Et en l'important, il y a des bins supplémentaires qui vont être créés. L'idée avec l'autoconfiguration, c'est que le fait que cette classe est importée, le fait que cette classe est processée, se fait automatiquement en fonction de l'environnement. Est-ce que telle librairie est disponible? Est-ce que telle propriété a été spécifiée, etc., etc. Donc pour créer une autoconfiguration, on le verra tout à l'heure,
c'est une classe de configuration normale qui est référencée dans le fichier qui est là, qui s'appelle Spring Factories, et je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en fait, ce qui diffère d'une classe d'autoconfiguration d'une classe de configuration, c'est qu'il y a toute une série de conditions dessus pour déterminer si elle s'applique ou non. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les classes d'autoconfiguration peuvent être ordonnées de manière à ce que certains éléments d'autoconfiguration s'appliquent avant d'autres. Donc, par exemple, si on revient avec l'exemple de créer un JMS template automatiquement, ben, cet élément d'autoconfiguration doit arriver après l'élément qui détermine si on a créé un broker ou pas. Donc d'abord, on regarde si on peut créer un broker, créer une connection factory, et ensuite, il y a un élément supplémentaire qui va regarder, ah, il y en a un, et ben, je vais fournir un bin de type JMS template automatiquement. Vous connaissez tous certainement le rapport d'autoconfiguration, donc si vous activez debug, ou bien si vous allez dans le l'endpoint actuator / autoconfig, là vous avez une liste avec les éléments qui ont été activés, les éléments qui ont été désactivés. Si vous créez votre propre autoconfiguration, vous allez voir que ça va automatiquement apparaître dans ce rapport, vous n'avez besoin de rien faire. Qui ne connaît pas ce rapport d'autoconfiguration? Ok, il y en a quelques-uns, alors je le montre en vitesse. Donc il y a plusieurs moyens de l'activer. Donc, soit ici, si vous n'avez pas IntelliJ IDE, il suffit de mettre --debug, donc --debug dans votre ligne, et ça va activer le mode debug de Spring Boot. Si vous faites ça, alors vous allez voir que vous allez avoir un peu plus de logs. Et à la fin, vous avez un rapport de configuration qui est ici, et qui en gros qui est séparé en deux éléments, ce qu'on appelle positive matches. Donc en gros, ce sont les éléments d'autoconfiguration qui ont été appliqués. Et alors on vous explique pourquoi. Donc par exemple, je vais prendre celui de HornetQt là, pour vous montrer quelque chose de concret. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? HornetQt AutoConfiguration, si vous arrivez à lire, parce que c'est un petit peu blurry. Conditional on class. Donc en gros, est-ce que l'API JMS est présente? Est-ce que HornetQt est présent? Oui. Alors je vais faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux prendre encore ici? Est-ce qu'il y a un bin de type Connection Factory? Est-ce que vous avez vous spécifié un bin à vous de type Connection Factory? Non. Alors on va en créer un. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est que si vous avez décidé de prendre la main et de configurer Spring Boot de manière plus avancée en fournissant votre propre Connection Factory, Spring Boot va le voir et ne va rien faire. Donc ça, ce sont les différents éléments de configuration. Et puis ensuite, en plus bas, vous avez les matchs négatives, qui en gros listent les éléments d'autoconfiguration fournis par Spring Boot qui n'ont pas été appliqués parce que soit une classe n'était pas présente, soit vous aviez défini un bin, soit une propriété d'un certain type n'a pas été spécifiée, etc., etc. OK? Des questions jusqu'à présent? Non? OK. Ce sera peut-être encore un peu plus clair quand vous allez voir le code effectif. Donc, tout ça se base sur quoi? Se base sur un élément du framework Spring qui a été introduit dans Spring 4, qui s'appelle le framework de conditions. Donc, c'est un comportement tout à fait standard, indépendant de Spring Boot, quelque chose qui existe dans le core framework, qui vous permet en fait sur un élément de configuration d'ajouter une condition et vous pouvez implémenter cette condition. Donc ici, on a une classe qui s'appelle AppConfiguration dans laquelle il y a une condition qui s'applique et la condition ci-dessous, elle est, en gros, vous pouvez implémenter ce que vous voulez. Donc en gros, vous récupérez l'environnement et la classe annotée. Vous regardez si par exemple il y a une annotation qui est présente, vous pouvez lire les attributs dessus, puis vous pouvez déterminer finalement, en fonction de ce qui a été spécifié, qu'est-ce que je vais faire. Alors, dans le monde Spring Boot, ça se traduit comment? Spring Boot fournit des conditions bien précises et très utiles pour créer des éléments d'autoconfig. Alors, la première, qui est vraiment la plus importante, c'est conditional on class et conditional on missing class. Donc il y a deux annotations, soit missing, soit pas missing. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous allez regarder si au moment où l'application démarre, si une certaine librairie est présente, si une certaine classe est présente. Ça c'est très rapide, c'est très peu coûteux et c'est vraiment la première condition qui va s'appliquer. Donc dans le phénomène qui nous occupe, c'est est-ce que l'application utilise JMS? Non? Ben ok, alors je ne fais rien du tout, je ne vais rien calculer. L'API n'est pas présente, donc de toute évidence, l'application ne souhaite pas utiliser cette fonctionnalité-là, donc je n'ai pas besoin de la configurer. Alors, ceux qui sont réveillés ou qui se demandent un petit peu comment ça marche pourraient se dire comment ça se fait si la classe n'est présente, que quand on exécute le code, il n'y a pas une exception. Ouais. Donc, si vous écrivez conditional class machin.class, que machin.class n'est effectivement pas dans votre projet, que vous démarrez le projet,
comment ça se fait que ça fonctionne et qu'il n'y a pas une exception? Alors la réponse à ça, c'est que cette condition-là, en fait, et vous pouvez le faire avec toutes les conditions, cette condition-là n'exécute pas la classe, donc n'instancie pas la classe. Il y a un truc qui s'appelle ASM, je ne sais pas si vous connaissez, qui vous permet de manipuler le bytecode. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire dans le code source, on va lire dans le bytecode plutôt, si la notation est présente. Donc, on peut voir si la notation est présente, on peut lire la string, donc qui correspond à la classe, et après, on va regarder effectivement si c'est dans le ClassPath, sans instancier la classe. Et si elle n'est pas présente, on ne va jamais instancier la classe, et donc il n'y aura jamais l'exception. Okay. La deuxième plus importante, c'est conditional on bean. C'est très important que vous l'utilisiez. En gros, quel est le message? Imaginez que vous fournissiez une autoconfiguration pour machin, nouveau, un bean de type machin. Si l'utilisateur définit son propre bean, vous avez tout intérêt à ne pas surcharger ça. Donc, si l'utilisateur a décidé, OK, Spring Boot, t'es gentil, tu m'autoconfigures ça, c'est très bien, mais moi, j'ai un avis bien précis pour cette application, je ne veux pas que tu fasses ton truc, laisse-moi créer la configuration de type machin moi-même. Donc, il faut toujours bien ajouter ça, vous allez voir dans le code tout à l'heure qu'on fait ça. Conditional on property est super utile si vous voulez activer des comportements d'autoconfiguration de manière explicite. Donc, par exemple, le support JMS, il va réagir au fait qu'on a l'API JMS, qu'on a un broker JMS, et que vous n'avez pas donné d'opinion sur un type de connection factory ou autre, alors on va la créer automatiquement pour vous. Et c'est relativement simple, parce que si vous ajoutez JMS dans votre projet, c'est que vous voulez utiliser JMS. Si vous ajoutez l'API client pour un broker JMS, c'est de toute évidence que vous voulez utiliser JMS. De la même manière que si vous ajoutez Spring MVC dans votre application, c'est que vous voulez faire une application web. Si vous ajoutez Spring MVC et que vous ne voulez pas faire une application web, c'est un peu bizarre. Donc tout ça, ce sont des décisions que vous avez prises en construisant votre application, que nous on lit et on réagit de manière sensible à ça. Maintenant, derrière, la simple présence d'une librairie ne veut pas nécessairement dire que vous voulez la fonctionnalité. Il y a certains cas où vous voulez être explicite. Si l'utilisateur a effectivement dit machin.enabled égale true, alors je vais activer l'autoconfiguration. Donc cette propriété-là vous permet de faire ça. Vous pouvez aussi vérifier la présence de fichiers. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez des bonnes pratiques de développement au sein de votre entreprise, qui est de dire pour définir tel module, il faut mettre un fichier à tel endroit avec tel nom, que sais-je. Vous pouvez sans problème créer une autoconfiguration qui va détecter que ce fichier est présent, le lire et puis faire quelque chose avec. Et si le fichier n'est pas là, l'autoconfiguration ne va pas s'appliquer. Pour les conditions qui sont un peu plus complexes, vous pouvez écrire une spell expression, donc qui vous permet vraiment de créer plusieurs opérateurs avec des et, des ou, etc. Donc vraiment une condition plus complexe. Essayez d'éviter autant que possible et d'utiliser les conditions au-dessus qui sont plus explicites et plus facilement testable. Et puis alors, il y a des conditions un peu plus avancées. Est-ce que je tourne dans une application web ou non? Est-ce que je tourne sur Java 8, sur Java 7, sur Java 6? Est-ce que j'ai un serveur JNDI qui est présent? Donc, il y a toute une série de conditions supplémentaires que vous pouvez utiliser. Et puis enfin, il y a ces deux-là qui vous permettent de combiner. Donc, ces deux-là vous permettent de dire, la première, c'est si une des conditions dans la liste est présente, alors ça passe. Ça, c'est pour celle de gauche. Et celle de droite, c'est toutes les conditions doivent passer. S'il y en a une qui ne passe pas, alors la condition ne passe pas. Donc vous pouvez aussi composer des conditions pour des cas un peu plus compliqués. Et puis finalement, vous pouvez créer votre propre condition. Ce n'est pas quelque chose que vous serez amené à faire, en tout cas dans un premier temps, mais c'est tout à fait possible et très simple à faire. Alors, on va la créer, cette autoconfig nous-mêmes. Alors la manière dont ça fonctionne, en termes de packaging, en termes de structure de projet, c'est que généralement, vous avez deux projets. Ce n'est pas obligatoire. Et il y a beaucoup de starters, donc beaucoup d'autoconfiguration fait par des tiers, donc pas l'équipe Spring Boot où il n'y a qu'un seul jar. Mais je vous donne la version complète, et puis après, vous allez pouvoir déterminer vous-même si ça s'applique à vous ou pas. Donc, tout d'abord, il y a le code, donc l'autoconfiguration elle-même. Donc, le code que vous allez écrire pour automatiquement configurer vos beans pour votre propre système. Et puis, un projet séparé qui n'est que le starter, donc qui liste en fait, qui prend votre élément d'autoconfiguration, donc qui a une dépendance sur le premier module, et puis les librairies dont vous avez besoin. La raison pour séparer les deux, c'est que vous pouvez ajouter toujours l'autoconfiguration dans le projet et déterminer si elle va s'appliquer uniquement en ajoutant la dépendance qui l'active effectivement. Donc par exemple, si vous avez ajouté le support pour JMS,
Le support pour JMS dans Spring Boot est toujours là, parce qu'elle est dans un jar qui s'appelle Spring Boot Autoconfigure, dans lequel il y a toute l'autoconfiguration Spring Boot. C'est au moment où vous allez ajouter JMS et un broker JMS que ça va s'activer, mais vous n'allez pas devoir ajouter encore une dépendance supplémentaire en disant « Ah oui, donne-moi aussi l'autoconfiguration JMS ». Elle est toujours présente, c'est juste qu'elle ne s'active que lorsque vous ajoutez la dépendance dans le projet. Donc comme je l'ai dit, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire j'ajoute JMS, le client JMS, il essaie de se connecter à un serveur local. OK. Puis alors il y a des moyens de configuration, on va voir ça après. Si vous avez aussi l'implémentation serveur, il va démarrer le serveur pour vous automatiquement, par défaut, et vous allez pouvoir vous y connecter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder ça ensemble. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc en gros, c'est mettre en pratique ce que je viens d'expliquer. Donc pour ça, je vais un peu tricher. Hein. Je vais faire ceci. C'est bien le bon? Ouais. Donc voilà, j'ai rajouté deux nouveaux projets ici. Donc, autoconfigurer starter, hein, comme je les expliquais tout à l'heure. Alors, dans autoconfigure, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est vraiment le truc le plus basique qui soit. On a ceci. Donc ça, c'est l'autoconfiguration la plus simple que vous pourriez faire avec JMS. Bon, évidemment, avec votre propre librairie, c'est peut-être différent. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une classe de config, comme je l'ai dit, classe de config tout à fait classique. Elle doit s'autoconfigurer avant une autre. Je sais que dans Spring Boot, il y a un support pour le JMS template, typiquement. Je veux m'autoconfigurer avant pour donner une chance à ce JMS template d'être créé pour moi. Je ne veux pas m'activer, sauf si Connection Factory et HornetQ JMS Client sont présents. Donc, si l'API JMS et le client JMS HornetQ est présent, alors je peux m'activer. Sinon, ce n'est même pas la peine de continuer. Donc si ça est faux, ça va s'arrêter directement, ça ne va pas aller d'aller chercher plus loin. L'ordre des conditions n'a aucune espèce d'importance. Donc vous pourriez par exemple inverser ces deux-là, ça ne changerait strictement rien, c'est les conditions elles-mêmes qui sont ordonnées dans leur déclaration. Et enfin, est-ce que j'ai un bin de type Connection Factory, qui est ce fameux fournisseur de sessions JMS, comme je l'expliquais tout à l'heure? S'il y en a un, à nouveau, bon, ça s'arrête directement, parce que vous avez donné votre propre config et vous ne voulez pas que Spring Boot le fasse pour vous. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, si tout ça s'active, ceci va être exécuté. Et donc, ça va créer une Connection Factory et on voit que ça, c'est du code, entre guillemets, on s'en moque. Ça, c'est vraiment la partie de votre métier. Imaginez que vous êtes en train de configurer machin, votre librairie. C'est juste qu'ici, on configure JMS, c'est juste un détail. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une Connection Factory qui essaie de se connecter à localhost et à un port qui est 55445, qui est le port par défaut d'HornetQ. Et si on fait ça, ça va effectivement exécuter... ça va effectivement ajouter une Connection Factory dans votre projet. Alors, si on regarde comment est-ce que c'est déterminé par ceci, c'est important. Donc, la question, c'est comment est-ce que Spring Boot connaît les classes d'autoconfiguration qui sont présentes dans votre projet? Comment est-ce qu'il sait lesquelles il doit charger? Parce que vous ne les définissez jamais. Vous ne dites jamais « import HornetQ autoconfiguration ». Vous ne dites jamais ça. Vous ajoutez juste des dépendances et puis Spring Boot fait son machin tout seul. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'il y a un registre des éléments d'autoconfiguration. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, un par jar au maximum, évidemment. C'est dans un fichier standard qui s'appelle meta-inf Spring Factory, vous trouverez ça dans la doc. Et là-dedans, en fait, vous avez simplement une clé, qui est une clé tout à fait standard, et le nom, en fait, de votre autoconfiguration. Et ce que fait Spring Boot au démarrage, c'est qu'il regarde si le fichier est présent, il lit la clé. Si la clé est présente, il prend toutes les classes qui sont dedans, et il les met dans la liste des éléments d'autoconfiguration qu'il doit traiter au démarrage de l'application. Donc en ajoutant ça et en mettant le jar dans votre projet, Spring Boot va connaître votre autoconfig et va la démarrer. Alors, si je démarre maintenant avec mon projet, ah oui, je vous montre le starter en vitesse. Le starter, il est vide. Qu'est-ce qu'il a? Il a une dépendance vers votre code et une dépendance vers les librairies nécessaires pour démarrer. Donc, vous connaissez le principe des starters. Le principe d'un starter, c'est on l'ajoute. Et puis, quelqu'un qui a une bonne idée de comment ça fonctionne va vous ajouter les dépendances minimum pour que vous puissiez commencer à travailler. Ici, imaginez qu'on est tous des experts JMS ici dans la salle. Pour donner un exemple, on sait que pour démarrer avec JMS avec Spring, il faut une librairie qui s'appelle Spring JMS qui va amener l'API et un client pour un broker, en l'occurrence ici HornetQ. Donc si je démarre ceci, j'ai toujours mon HornetQ ici qui tourne. Il va de nouveau, il va se connecter. Et ça, c'est l'autoconfiguration qu'on vient d'écrire. D'accord?
Donc le support a été enlevé, pourquoi? Ça, je ne voulais pas montrer. Où est-ce que c'est? Donc ici, j'ai un build local de Spring Boot où j'ai enlevé le support d'HornetQ. D'accord? Je l'ai effacé et j'ai fait un build local pour vous montrer ce qui se passerait sans le code que Spring Boot propose. Ok, donc il y a un problème maintenant avec notre application, notre autoconfiguration, pardon, c'est qu'elle n'est capable de se connecter que à la machine locale et que sur le port 5445. Donc maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour permettre à l'utilisateur de configurer ces aspects-là. Alors en fait, c'est très simple. Tout le monde a vu, Josh l'a montré ce matin pour ceux qui y étaient, cette autocomplétion là dans l'éditeur, je vais vous montrer ça ici. Hein. Donc ceci, tout le monde connaît cette liste. Vous avez déjà tous vu ceci. Ouais. Alors qui pense que cette liste, en fait, les éditeurs enfin IntelliJ et Eclipse ont hardcodé les clés et que c'est la liste des clés Spring Boot? Qu'est-ce qui pense ça? Soyez pas timide. C'est pas possible, ok. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. En réalité, c'est très facile d'ajouter vos propres clés dans cet éditeur et je vais vous le montrer maintenant. Alors, comment on fait ça? On va ajouter un HornetQ Properties, c'est une classe toute simple, et on va définir un host et un port. Ok? Et on va définir des getters et des setters pour ça. C'est comment encore le truc? Voilà, getter et setter pour ça. Je vais le mettre là, ce sera mieux. Alors je vais aller reprendre les valeurs ici, qui sont hardcodées, et je vais aller les mettre comme valeur par défaut de mon projet. OK? Et ici. Puisque ce sont finalement les valeurs par défaut qui ont été hardcodées dans l'autoconfiguration, et on veut permettre de configurer ça. Bon. Maintenant, je veux dire à Spring Boot, initialise cette classe sur un certain préfixe, donc sur un certain début de clé, et si jamais une clé existe dans l'environnement, que ce soit en ligne de commande, une propriété système ou bien dans le fichier de configuration, injecte les valeurs dans cette classe. Alors pour ça, il faut utiliser une annotation qui s'appelle Configuration Properties avec un préfixe. Et ici, je vais appeler ça HornetQ. Okay? Vous vous souvenez, si vous vous souvenez déjà de ce que j'ai montré avec le support officiel, c'était spring.hornetq.quelque chose. Ici, je mets une autre clé en exprès pour bien vous montrer la différence entre les deux. Alors, IntelliJ me dit, ah, il y a un machin qui manque, on va se préoccuper de ça tout à l'heure. Alors, il faut encore demander de processer cette classe. Alors, dans le mode Spring, vous savez qu'il y a des annotations enable quelque chose. Il y a une annotation enable configuration properties. Il suffit de donner le nom de la classe. Donc, j'ai créé une classe à Pojo. Je l'ai annotée configuration properties avec un préfixe. Dans l'autoconfiguration, j'ai dit active cette classe et associe-la à l'environnement au démarrage de l'application. Et maintenant, ce que je vais faire, comme vous vous en doutez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'injecter, puisque maintenant c'est un bin. Je vais y arriver. Et puis ici, je vais aller remplacer les valeurs qui ont été hardcodées par les valeurs effectives. Donc si on ne change rien, c'est la même chose puisque j'ai transposé les valeurs dans la classe. Si par contre vous les avez changées en configuration, ça va effectivement changer. Bon. Alors il me reste encore une étape. Donc maintenant, si je démarre l'application, effectivement, que je mets hornetq.host 192.168. Ça va essayer de se connecter à une autre machine. D'accord? Donc ça va marcher. Ce qui me reste encore maintenant, c'est d'avoir l'autocomplétion ici. Donc si je tape HornetQ, avoir la liste des clés. Alors pour ça, on retourne dans notre classe de Properties. Si je la retrouve, elle est là. Là, on nous dit qu'il manque un truc. Donc je vais ouvrir la doc si Internet est gentil avec moi. Ouais. Donc si vous ouvrez ça, vous allez lire la doc qui va vous expliquer ce que vous devez faire. Mais en fait, en gros, moi je le sais déjà. Donc je copie ce qui est indiqué et j'ajoute cette dépendance. Ici. Donc en fait, ce que ce truc-là va faire, c'est qu'il va s'intégrer dans le compilateur. Et lorsque vous allez construire le projet, il va aller regarder votre code source pour trouver une classe qui a cette fameuse annotation. Et s'il en trouve une, il va générer des métadonnées que les éditeurs vont lire pour construire cette liste justement de suggestions. Okay? Donc, si ça a fonctionné, je devrais avoir un fichier ici
avec ces fameuses données qui ont été automatiquement générées pour moi. Et si je reviens ici, je vais me retrouver avec la liste des clés. OK? Donc, rien que ça, oubliez l'autoconfiguration si c'est un sujet un peu trop avancé pour vous. Vous ne savez pas vraiment si ça va vraiment vous être utile tout de suite. Imaginez ne fût-ce qu'un utilisateur de Spring Boot. Si vous utilisez Spring Boot pour construire une application, je pense que personne dans cette salle peut dire qu'il peut construire une application Spring Boot sans avoir des clés de configuration pour votre code à vous. Votre code à vous doit être modifié pour ajouter certaines particularités, pour transformer des choses qui sont vraiment liées à votre code. Alors, il y a plein de moyens de permettre cela, notamment, vous pouvez dire, il y a un fichier properties à un certain endroit, je vais aller le lire moi-même, vous pouvez aller lire des propriétés système vous-même, etc. Ou vous pouvez utiliser Spring Boot, et vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez utiliser Spring Boot, et aussi le support des éditeurs. Donc, c'est très très facile, vous avez vu, c'est juste une classe toute simple, une annotation, et vous avez l'intégration dans l'éditeur comme ça. Si vous utilisez STS ou NetBeans, vous avez exactement la même chose, c'est standard, donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à un éditeur particulier. Alors, vous avez vu que je n'ai pas de documentation ici, c'est parce qu'il y a une convention qui est en fait de mettre de la documentation sur les champs. Donc, si je fais ceci, donc ce n'est pas très intéressant, hein, mais si vous écrivez de la doc, ce sera sans doute beaucoup mieux que ce que je fais moi, et qu'on rebuild, et que je reviens ici, là, vous avez la documentation, okay, qui s'affiche. Et vous pouvez aussi vous promener dans le code, comme vous pouvez le faire avec l'utilisation de Spring Boot et compagnie. Okay? Tout ça reste tout à fait standard. OK. Donc, le message ici. Rien que ça, en dehors de tout ce principe d'autoconfiguration, l'utilisation des clés de propriété, c'est super pratique, c'est très peu coûteux. Ça vous demande simplement de définir vos clés de propriété dans un projet, dans une classe, pardon, de le documenter un petit peu, juste un getter et un setter, vraiment un POJO tout à fait classique. Et vous allez vous retrouver, c'est ça qui est surtout intéressant, vous allez vous retrouver avec un objet fortement typé, qui est un bin, vous pouvez injecter où vous voulez, et alors inspecter la configuration et faire ce que vous devez faire en fonction de ce qui a changé. Okay? C'est très facile d'ajouter les métadonnées, de manière à ce que vous ayez support dans l'éditeur aussi. Alors, on en est arrivé à notre autoconfiguration basique. Donc vous avez vraiment vu le squelette hein, pour bien comprendre comment est-ce qu'on fait une autoconfig basique avec juste une classe, juste un bin, quelques conditions, l'entrée dans le Spring Factories. Vous ajoutez ce jar là dans votre projet, bam, ça marche. Donc ce que je n'ai pas montré et que je peux peut-être maintenant brièvement montrer, en fait si ça tourne toujours je peux le montrer, voilà. Si je vais maintenant dans Hello, qu'est-ce que tu me fais toi? Si je vais dans le rapport d'autoconfiguration, je vais trouver ma classe ici. Ça, c'est la classe que j'ai créée, qui automatiquement est activée dans le rapport. Donc, vous n'avez rien à faire. Ça va s'intégrer automatiquement dans le reste de l'infrastructure Spring Boot. OK, ajoutons des conditions supplémentaires maintenant. Donc là, ça commence à devenir un poil plus compliqué. Donc ce que je veux faire maintenant, je vais ajouter plat de code ici, enfin un petit peu plus de code. L'idée c'est de détecter de manière supplémentaire si le serveur est présent et si le serveur est présent, le démarrer automatiquement. Donc si vous avez déjà fait une fois du JMS dans votre vie et que vous avez dû écrire un test, vous savez que embarquer le serveur JMS pour votre test, c'est vraiment la plaie. C'est effectivement vraiment la plaie. Et donc ce qu'on voulait, on voulait s'assurer que si vous vous orientez vers cette solution-là, que Spring Boot vous aide. Donc on a passé beaucoup de temps à permettre que Spring Boot réagisse comme ça. Donc je ne vais pas expliquer tout le code parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ce que je veux vous montrer, c'est quelques petits tuyaux qui pourraient vous aider. Alors, le premier tuyau, c'est que si un élément d'autoconfiguration peut être démarré de plusieurs manières, essayez de le définir de manière explicitement dans votre code. Donc, essayez de dire, il y a le mode 1, le mode 2, le mode 3, et la valeur par défaut, c'est par exemple 1. Si vous faites ça, vous voyez que j'ai une énumération avec deux valeurs ici. Donc, natif, c'est le premier mode qu'on a déjà vu, se connecter à un serveur distant, ou bien un serveur qui tourne sur la machine. Et embedded, c'est le serveur est dans mon projet, je vais démarrer le serveur dans mon application. Si je retourne ici, je vais peut-être devoir rebuilder d'ailleurs pour que ça fasse ça. Il y a des clés supplémentaires qui ont été ajoutées. Je n'ai que ça. Non. Ah oui, c'est parce que j'ai écrit en net. Donc si je vais ici, j'ai même ceci maintenant. Donc
l'éditeur va automatiquement détecter que c'est une enum, il va aller lire la Javadoc sur l'enum, donc vous avez vraiment de la richesse dans la documentation ici. Donc ça vous permet de forcer le mode dans lequel vous voulez exécuter l'autoconfiguration. Ça, c'est le premier truc. Alors le deuxième truc, le deuxième petit tuyau, c'est parfois, vous pouvez être même plus malin avec une valeur par défaut et le déduire automatiquement. Donc ici, ce qu'on avait déterminé, c'est si le serveur est présent dans le projet, je démarre le serveur. S'il n'est pas présent, je me connecte automatiquement à un serveur distant qui a été défini, avec les valeurs par défaut qu'on a déjà vues. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous l'avez spécifié explicitement et on doit utiliser ce que vous avez spécifié dans la configuration. Donc si vous avez écrit ici, si vous avez écrit hornetQmode égale native, quoi qu'il arrive, c'est ça qu'on doit prendre. Mais si la propriété n'a pas été explicitement définie, vous pouvez être malin et déterminer un bon défaut en fonction du projet. Alors vous voyez qu'il y a une série de propriétés supplémentaires qui ont été ajoutées. Donc le mode, typiquement. Et puis alors, il y a toute une section embedded qu'on a déjà vu brièvement, où vous pouvez en fait, en gros, déterminer comment est-ce que le serveur embarqué, comment est-ce que le serveur JMS embarqué va être configuré. Donc c'est là où vous pouvez ajouter des queues, des topics et que sais-je. OK. Alors ça, je vais skipper parce que ça laissera plus de temps pour les questions. Je suis sûr qu'il y en aura plein. OK, donc c'est beaucoup à processer. Donc le dernier tuyau que j'ai pour vous pour l'autoconfiguration, c'est de vous mettre dans la peau de l'utilisateur. Donc mon message principal, c'est si vous ne maîtrisez pas la librairie que vous essayez d'autoconfigurer, ne le faites pas. Ou en tout cas, si vous essayez, ça va sans doute foirer. Donc essayez vraiment de créer un élément d'autoconfig Spring Boot pour quelque chose que vous maîtrisez vous-même, que vous avez déjà utilisé, que vous savez comment est-ce que les utilisateurs généralement le configurent. Et essayez surtout de toujours garder une porte ouverte pour tout ce qui est un petit peu inattendu, tous les éléments de configuration auxquels vous n'auriez pas pu penser. Alors il y a un pattern qui est très utile et qu'on utilise beaucoup dans Spring Boot et que je vais vous montrer maintenant, c'est le pattern du customizer. Si vous avez déjà un peu chipoté avec les containers embarqués dans Spring Boot, donc Tomcat, Undertow, Jetty, si vous voulez un petit peu changer la manière dont il démarre, vous savez que vous pouvez définir un bin de type Embedded Servlet Customizer, je pense, Servlet Container Customizer, et il va vous donner la main, en fait, au container embarqué, et vous allez pouvoir changer toute sa configuration avant qu'il ne démarre. Donc ça, c'est très très pratique. Ici, je vais vous montrer la même chose avec ce qu'on a déjà fait. Alors pour ça, il faut que je check out ceci. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est cette interface HornetQ Configuration Customizer. Donc, encore une fois, c'est un élément précis du domaine. Si vous êtes en train d'auto-configurer machin, il y a certainement un élément qui sera plus parlant pour ce que vous voulez faire. Et donc, en gros, l'idée, c'est que si on définit un bin de ce type-là, on va automatiquement se rendre compte qu'il existe, on va le récupérer, et on va aller l'appeler avant de démarrer le container embarqué. OK ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça en pratique? C'est très simple. Vous montrer l'autoconfiguration, comment est-ce qu'on fait ça? C'est peut-être pas là d'ailleurs. C'est sans doute là-dedans. Il faut que je retrouve mes jeunes, désolé. Il faut peut-être faire ça, ce sera plus simple. OK. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc vous pouvez sans problème injecter dans un élément d'autoconfiguration, vous pouvez injecter tous les bins de ce type-là en disant s'il n'y en a aucun, ce n'est pas grave, ne jette pas une exception, ça veut juste dire qu'il n'y en a pas. Donc si vous n'en avez pas défini, la liste va être vide. Enfin, la liste va être ce que vous avez initialisé. Je suppose qu'elle est initialisée à une liste vide à droite. Non, donc elle sera nulle. Et s'il y en a un ou plusieurs, Spring Framework va en fait injecter les bins de ce type-là. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez très facilement boucler dessus et simplement les appeler. Ne fût-ce que faire ça, c'est déjà très très bien pour l'utilisateur parce que vous donnez une porte de sortie. Si jamais l'autoconfiguration que vous avez créée est un peu trop rigide, vous pouvez donner une porte de sortie pour que l'utilisateur puisse finalement implémenter ce bin et avoir le contrôle vraiment sur la structure sous-jacente.
Alors, je vais vous montrer en pratique comment est-ce que ça peut être utile. Imaginez, je sais que c'est dur, mais imaginez, que vous voulez configurer JMX pour HornetQ. Et l'autoconfiguration ne le supporte pas du tout. Et vous voulez absolument le configurer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée HornetQ Configuration Customizer. Je me retrouvais avec ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, le JMX domain, je veux que ce soit org.foo. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux activer le management, ce qui n'est pas le cas par défaut. Okay. Donc, je suis dans mon application, j'ai ajouté un bin de ce type-là. Bon. Si je démarre mon app maintenant, le code que je vous ai montré, l'autoconfiguration va détecter que ce bin existe et va l'appeler. Donc, en théorie, mon application tourne toujours. Si je me connecte ici, oui. Voilà, j'ai mon org.foo avec mes fameuses queues et ma fameuse test queue dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, effectivement, les bins de gestion d'HornetQ ont été exportés avec mon domaine particulier org.foo, qui est ce que j'ai défini là. Et donc, le message principal que je veux donner ici, c'est vos utilisateurs ont toujours une manière de configurer ce que vous proposez d'une manière que vous n'auriez jamais pensé que c'était possible. Vous n'avez jamais pensé que ce serait possible de faire ça. Et donc, il y a deux possibilités. Soit ils doivent copier-coller votre code et ils doivent recommencer à zéro, parce que vous n'offrez pas la porte de sortie pour changer ça. Soit, lorsque vous designez votre autoconfiguration, vous prévoyez à la base une porte de sortie avancée que l'utilisateur peut implémenter. OK. Donc, pour résumer, une classe d'autoconfiguration, c'est une classe de configuration tout à fait classique. Vous ajoutez l'entrée dans un fichier qui s'appelle Spring Factories. Spring Boot va le lire au démarrage et va appeler en fait votre code au démarrage en disant « Bon, est-ce que toi, tu as quelque chose à faire ?» Votre responsabilité à vous, c'est d'être malin sur les conditions. C'est-à-dire, si vous définissez un élément d'autoconfiguration pour une librairie, est-ce qu'une classe de la librairie est présente? Essayez de trouver une classe qui est représentative. Le simple fait de vérifier si la classe est là sera suffisant pour dire « Ok, tu ne dois rien faire parce que de toute évidence, l'utilisateur n'a pas ajouté ta librairie dans le projet, donc tu n'as rien à faire. » Ensuite, bien vérifier qu'un bin du même type n'a pas été défini. Donc ça, c'est pour l'utilisateur avancé qui a dit « Ne fais rien, moi je suis plus malin que toi, je veux que ce soit configuré d'une certaine manière. » Et donc, n'applique pas ton autoconfiguration. Ça, c'est les deux choses importantes. Ensuite, vous avez l'infrastructure de configuration qui vous permet de créer des clés qui en fait, laissent l'autoconfiguration s'appliquer, mais qui la changent sans que vous ne deviez écrire de code. Donc, si votre serveur HornetQ n'est pas sur la machine locale, ou si elle n'est pas sur le port 5445, il faut évidemment, vous ne pouvez pas demander à vos utilisateurs de devoir réécrire tout le code de config simplement parce que leur serveur tourne sur le port 62-64 par exemple. Vous devez offrir une clé de configuration pour qu'il change juste ça et que votre code s'adapte. Et enfin, pour les cas avancés, prévoyez toujours une porte de sortie avec un customizer. Alors, je n'ai pas le temps de parler de ça, mais en gros, j'ai mentionné brièvement que vous pouvez écrire votre propre condition. C'est vraiment encore beaucoup plus avancé que ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Et donc l'idée c'est, par exemple, on a eu récemment quelqu'un qui nous a demandé de faire une condition sur la mémoire disponible, donc conditional on memory. Et en gros l'idée c'est, ils veulent déterminer la taille de leur cache en fonction de la mémoire qui est disponible lorsque l'application démarre. Donc ça c'est tout à fait possible de faire. Et donc vous devez implémenter, enfin vous pouvez, c'est conseillé, étendre une classe qui s'appelle Spring Boot Condition qui va vous donner toute une série d'infrastructures de base. Et puis, dans l'implémentation de la condition, vous allez lire, OK, combien de mémoire doit être disponible. Vous allez demander à la VM, est-ce que tu as cette mémoire disponible? Si oui, la condition va matcher, sinon elle ne va pas matcher. Et ça va automatiquement s'intégrer dans le rapport d'autoconfiguration que je vous ai déjà montré. OK. Donc, je vérifie si je n'ai rien oublié. Yes, je n'ai rien oublié.
Alors, l'autre truc que je voulais aussi mentionner, c'est que beaucoup d'utilisateurs s'imaginent que tout ce business d'autoconfiguration est très coûteux lorsque l'application démarre. C'est légitime de penser ça. Ce qu'on essaye au plus possible, c'est de, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, d'ordonner les conditions de manière à ce que les conditions qui soient les plus rapides et les moins coûteuses soient appliquées en premier. Donc, typiquement, si vous créez votre propre condition et qu'elle est très coûteuse, assurez-vous que l'ordre soit très très loin, de manière à ce que les conditions les moins coûteuses s'appliquent d'abord. Sinon, ça va ralentir évidemment le démarrage de l'application. Ok, j'ai encore 3 minutes. Est-ce que quelqu'un a des questions ou une question? Trop avancé? Vous avez mal à la tête maintenant? Ok. Bon, je reste là encore pour le reste de la conférence, de toute façon. Cet après-midi, il y a le Spring BOF à 5h15, 17h15, où Jürgen Höller, le fondateur de Spring Framework, sera présent, et moi-même. Donc c'est vraiment une occasion de discuter de tout ce que vous voulez au sujet de Spring Framework et de ce qu'il y a de périphérique. Donc si vous êtes intéressé, venez. Et si vous voulez parler de la présentation, même aujourd'hui ou encore demain, je suis ici dans la conférence, donc n'hésitez pas à me solliciter. Je serai plus que content de répondre à vos questions. Merci beaucoup.